Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à cette deuxième séance du séminaire sur les matériaux de construction avec aujourd'hui un focus sur les matériaux de construction comme ressources indispensables au régime politique. Je laisse sans plus attendre la parole à Madame Sandrine Maximilien, qui représente le service sciences et technologies de l'ambassade de France au Japon, avec qui nous co-organisons ce séminaire. Sandrine Maximilien, je vous en prie. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous remercie chaleureusement de votre présence à cette deuxième séance du nouveau séminaire consacré aux enjeux politiques des matériaux de construction. Ce séminaire est organisé par l'Institut français de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise avec effectivement le soutien du service pour la science et la technologie de l'ambassade de France au Japon. Ce séminaire se décline en 4 séances. Cette deuxième séance a pour ambition d'approfondir les questionnements initiaux en considérant les enjeux politiques et géopolitiques des matériaux de construction. De façon intuitive, on peut aisément considérer que les matériaux constituent des ressources essentielles à la construction du bâti et à l'aménagement des territoires. La première séance du séminaire a discuté de l'hypothèse selon laquelle les matériaux de construction, au-delà d'être uniquement de la matière inerte, encapsuleraient des choix politiques, voire idéologiques, en particulier via leur dimension socio-technique. Dans cette deuxième séance du séminaire, les intervenants chercheront à avancer un peu plus loin dans les réflexions en émettant l'idée que ces matériaux seraient également des ressources non seulement à l'action sur les territoires, mais aussi à la reproduction des régimes politiques qui tirent de l'aménagement une partie de leur stabilité, voire de leur légitimité. En ce sens, les matériaux ne seraient pas seulement des ressources à l'action constructive comme l'action politique, mais plus fondamentalement encore, des ressources à la construction et à la pérennisation des régimes politiques eux-mêmes, présidant à la dite capacité d'action. Au-delà de définitions très variables, on entend de façon générale par ressources une unité de base, qu'elle soit humaine, sociale, naturelle, financière ou encore politique, permettant d'actualiser une volonté d'action ou de transformation. Les ressources ne sont pas toujours immédiatement matérielles, même si dans le cas des ressources constructives, elles doivent nécessairement être issues d'un substrat de départ physique, comme par exemple les granulats, le bois, l'eau, substrat initial pouvant toutefois parfois subir de lourdes transformations pour qu'advienne réellement la ressource constructive, telle que le ciment et le béton, la brique cuite ou le bois de construction. Au-delà de leur grande diversité, les ressources constructives sont des potentialités quasi systématiquement appelées à être détruites de manière irréversible dans le processus de création d'un changement ou de réalisation d'une intention ou d'un objectif, en l'occurrence pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, des éléments bâtis. Les ressources des régimes politiques peuvent être bien plus vastes que les ressources constructives. Et contrairement à ces dernières, elles peuvent parfois être immatérielles. Il en va ainsi des imaginaires, des réputations, des réseaux de pouvoir, des cultures institutionnelles, des représentations et d'une certaine manière aussi des votes. Dans quelle mesure peut-on dès lors considérer qu'une ressource constructive mobilisée dans un quelconque geste d'aménagement territorial pourrait devenir non seulement une ressource à l'action politique, mais aussi, bien plus fondamentalement encore, une ressource au régime politique même ayant cours sur le dit territoire. À titre d'exemple, peut-on établir un lien académiquement valide entre un sac de ciment permettant la construction d'un pont, par exemple, et un vote permettant que se maintienne au pouvoir non seulement l'acteur politique impliqué dans la prise de décision de la construction du dit pont, mais aussi toutes les pratiques électorales et constructives, toutes les cultures d'action collective, y compris les cultures d'aménagement, toutes les sociabilités locales et les relations de pouvoir, formelles comme informelles, constituant le régime politique et son actualisation territoriale. Tout d'abord, Rémi Scossimaro, maître de conférence à l'université Toulouse Jean Jaurès, présentera des éléments sur le modèle d'État constructeur japonais, le Dokken Kokka, en s'appuyant sur une analyse géographique des politiques de bétonisation des territoires du nord du Japon depuis la triple catastrophe du 11 mars 2011. Enfin, M. Daijiro Kitagawa, membre éminent de l'Agence des affaires culturelles du ministère japonais de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie, élargira les considérations aux enjeux géopolitiques liés à la circulation régionale des matériaux en Asie du Nord-Est. M. Kitagawa essaiera de montrer en quoi
les enjeux de renationalisation de leur production touchent autant des considérations géopolitiques que des éléments participant du renforcement des régimes politiques nationaux, en particulier dans le cadre parfois très tendu des relations sino-japonaises. Ayant présenté ces éléments de cadrage généraux, il me reste à vous souhaiter une très bonne séance. Alors, j'espère que je vais pouvoir répondre aux attendus. Rapidement, le béton au Japon, moi, je l'ai rencontré quand j'ai commencé à travailler sur les fronts de mer et les aménagements côtiers, donc c'est un peu naturel que je rencontre du béton, et en particulier les tétrapodes. Mais en fait, je me suis rendu compte en parcourant le Japon qu'en fait, plus on va dans les campagnes, et paradoxalement, alors qu'on voudrait chercher des éléments naturels, et paradoxalement, plus on va à la rencontre du béton, et plus on trouve ce béton. Et donc, c'est quelque chose qui trottait dans ma tête depuis un certain temps. Donc, je suis assez content de pouvoir l'exposer, enfin, en tout cas, certains aspects de ce rapport au béton qui est quand même assez particulier malgré tout au Japon. Et je commencerai par ce qu'on pourrait appeler la magie du béton. En remontant un petit peu le temps à l'époque Edo, avec un projet d'aménagement qui est la Tsumori Shinden, et qui est assez intéressant parce que donc c'est un polder, une rizière en polder pour faire vite, mais mis en culture, dont la concession a été achetée par les marchands d'Osaka. Donc c'est vraiment une opération financière. Et ce qui est intéressant, c'est que sur à peu près 200 ans, ces marchands vont essayer de la viabiliser, en particulier en construisant des digues. Et ils vont se ruiner à chaque fois parce que les digues ne tiennent pas. Parmi les derniers qui vont investir sur cette Shinden, enfin, sur ce polder, eh bien, on va construire des digues en trapèze avec une base en pierre, on va mettre des graviers, on va tout colmater tout ça avec de l'argile pour que ce soit étanche. Et puis même, on va fabriquer des sortes de petits épis comme ça, et même des brise-lames. Seulement, on va les fabriquer en croisillon de bambou. Enfin, tout un appareillage. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement le système qui est employé aujourd'hui pour protéger les côtes japonaises, avec une chose qui manque, c'est justement un matériau qui permette de faire tenir tout ça. Et donc, cette digue va être détruite par un typhon qui va balayer la baie d'Osaka, et donc elle ne va pas tenir. Et en fait, il faut attendre la fin du 19e siècle pour que finalement on arrive à faire tenir des digues. Il n'y aura jamais de champ en fait parce que ça va être rattrapé par l'urbanisation, etc. Mais il manquait en fait un petit quelque chose, et ce petit quelque chose, c'était le béton. Mais tout était prêt. En réalité, les plans, les savoir-faire, ce dont on avait besoin pour protéger un espace côtier était déjà en place en fait dans les périodes prémodernes, et simplement il fallait du béton. Alors ce béton au Japon, en France, on a une image assez mauvaise du béton aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 10, 20, 30, on avait plutôt une image pas aussi mauvaise que ça du béton. Mais au Japon, il faut bien comprendre qu'on est quand même face à un territoire qui est confronté à la fois à une occurrence importante et une intensité très forte des aléas naturels. Et en particulier, alors pas uniquement les tsunamis, mais les inondations, glissements de terrain, typhons, séismes, etc., qui vont avoir un impact très fort sur le territoire. Et vous voyez ce que ça fait. Donc ça, c'est le 11 mars. Ici, ce qui est intéressant, c'est une montagne qui n'a pas été recouverte de béton. Quand la montagne n'est pas recouverte de béton, elle s'effondre. Donc il faut bien avoir ça en avoir conscience, parce que ça va aussi modifier un petit peu, ça doit modifier un peu la perception de la surbétonisation du Japon, qui n'est pas simplement que le produit pour aller très vite d'une corruption ou d'un système. C'est aussi un besoin pour protéger le territoire, et puis un besoin pour l'aménager. Alors l'industrie japonaise du béton, alors bon, j'utilise béton, ciment, je ne vais pas être très détaillé sur ces aspects-là, mais en tout cas, ce qu'au Japon on appelle le concrete, donc ce type de choses-là, elle commence en 1875, et en fait, le Japon, en une centaine d'années, enfin même un peu moins, devient un des principaux spécialistes du béton. De moins en moins en volume, mais en tout cas de plus en plus en technologie, et en particulier sur les bétons spéciaux, sur les bétons à bas carbone, et puis sur des techniques de recyclage du béton. Surtout qu'on est au Japon, dans les villes japonaises, sur un cycle des bâtiments qui est relativement rapide,
Et donc, on va avoir énormément de gravats et de déchets de béton. Et donc, les recycler n'est pas quelque chose qui est tout à fait inutile. Et puis, on a sur l'ensemble de l'archipel des cimenteries. Et ça, ce sont les principales. Mais en fait, on a beaucoup plus en fait, de petites cimenteries, locales. Et ça fait presque partie du paysage rural. Alors, le Japon commence à importer du béton avant qu'il ne puisse en fabriquer lui-même, et assez rapidement, eh bien, la production japonaise démarre, et même encore plus rapidement, le Japon devient un exportateur de béton, en particulier pendant la Première Guerre mondiale, et puis par la suite, il va aussi exporter le béton dans ses colonies. Se mettent en place les premières grandes compagnies productrices de ciment, et en fait on va les retrouver aujourd'hui. Donc au début du XXe siècle, on a déjà une partie des grands acteurs de la production de béton, Asano, Onoda, Tosa également, qui sont déjà en place et qui commencent à produire du ciment. On a eu une augmentation en fait jusqu'à la guerre, et puis ensuite une diminution assez importante de fait de l'effort de guerre, et en particulier le béton va être surtout utilisé pour les constructions militaires. C'est intéressant parce qu'en fait ce béton qui est là utilisé pour les constructions militaires, il ne va pas être utilisé pour protéger les villes après le tsunami de 1933. Et en fait, la guerre va opérer un report en fait des grands aménagements de protection par béton qui en fait va se retrouver dans les années 50. Et puis ensuite, on a l'âge d'or du béton pendant la haute croissance économique, avec une croissance continue jusque dans les années 70. Et il faut attendre en fait la fin de la bulle spéculative et quelques années après son éclatement pour qu'on assiste à une diminution de la production, de la demande de béton, qui correspond en fait à une diminution aussi des grands travaux. Grands travaux, grandes opérations urbaines, mais aussi c'est pendant cette période que le Japon s'équipe. C'est-à-dire qu'il construit la plupart de ses tunnels, de ses routes, de ses ponts pendant cette période-là, et finalement après il faut attendre le 11 mars pour avoir une deuxième vague de grands travaux d'aménagement d'infrastructures et donc de demande de béton. Et depuis la fin de la bulle spéculative, on est sur un secteur qui est en mutation et qui suit grosso modo les autres secteurs industriels du Japon, à savoir une délocalisation dans la périphérie japonaise, Corée, Chine, Asie du Sud et aux États-Unis, et avec une production locale japonaise qui tend plutôt à diminuer, et puis un volume d'emplois qui lui aussi a fortement diminué. Donc on a une externalisation en fait de la production, d'une partie de la production japonaise de béton, ce qui permet aussi de décarboner les productions, enfin l'industrie nationale japonaise. Ça fonctionne plutôt comme ça. Ce qui est intéressant de noter lorsqu'on s'intéresse à ça, c'est des documents qui sont produits, présentés par l'Association des cimentiers japonais. C'est que dans leur frise chronologique, parmi les événements qu'ils notent comme étant à noter par rapport à l'évolution de la production, de la demande de béton, on a les catastrophes naturelles, donc, parce qu'à chaque catastrophe naturelle, ça va avoir une demande de reconstruction et puis de mise au niveau des ouvrages de protection. Séisme de Hanshin, donc Osaka, Kobe, les typhons, typhon 10, séisme de Niigata, 11 mars, le typhon de 2019. Et puis, on a des événements qui sont des événements politiques, comme par exemple l'élection, la victoire du Minchuto, donc centre-gauche, en septembre 2009. Et puis après, on a les grands projets type Jeux olympiques. Mais c'est assez intéressant de voir quel type d'événements sont notés comme étant importants pour comprendre l'évolution de la production de béton au Japon. Un autre aspect, c'est le budget en travaux publics. Alors, c'est aux mains du grand ministère, le ministère de l'Aménagement, du Territoire, des Infrastructures, etc., qui en fait regroupe deux anciens très gros ministères qui étaient le ministère des Transports, le ministère de la Construction et l'Agence nationale du territoire, autour d'un super ministère qui est le deuxième poste budgétaire du japonais. Et alors les chiffres varient selon, c'est jamais simple d'avoir les bons chiffres, mais on a au moins quelque chose comme 50 milliards d'euros de travaux publics par an dans le budget national, auquel il faut rajouter les budgets locaux des départements, qui eux aussi sont des acteurs
des travaux publics. Donc, c'est à peu près un peu plus du budget militaire de la France. Les exportations japonaises, aujourd'hui, alors elles sont essentiellement tournées vers l'Asie. Et en Asie, en fait, on a des partenaires privilégiés que sont Singapour. Et en fait, les constructions, l'aménagement de Singapour se fait essentiellement avec beaucoup de béton japonais. Et puis la Chine également, lorsqu'elle en a besoin. J'ai fait quelques petits calculs qui valent ce qu'ils valent, mais pour essayer d'avoir une idée de l'intensité de la production de béton au Japon et d'avoir des éléments de comparaison, si on le fait au kilomètre carré par production par an. Au Japon, on a donc 15 000 tonnes 15 000 mètres cubes de béton par kilomètre carré. Et la France, on est qu'à 3 000. Donc, ça donne une bonne idée. Et la Chine, elle est à 26 000. Et il faut que la Chine, elle est encore en fait, dans sa phase ascendante d'équipement de son territoire. Et ensuite, certainement, ça va redescendre. Mais on a un territoire qui est quand même très fortement marqué par cette production de béton. Et ce béton, il est utilisé par le secteur du BTP, ce qu'on appelle les Enecon, donc General Contractors, et même les Super Enecon, que sont les groupes Obayashi Gumi, fondé en 1936, Pajima, un des plus anciens, qui était déjà présent à l'époque Edo, donc vraiment un groupe relativement ancien, Taisei 1917, Shimizu 37 ou encore Takenaka, et qui vont former le gros des grands constructeurs qui ensuite vont avoir une série de sous-traitants par la suite pour effectuer leurs travaux. Et le 11 mars, en fait, survient à un moment donné où le secteur du BTP japonais ne se porte pas très bien. Et donc, ça apparaît comme ça, comme une sorte de manne inespérée, parce que très, très vite, en fait, on sait bien qu'il va y avoir de très, très grands aménagements. Et donc, là, c'est un article du Nikkei, donc de janvier 2012, qui explique combien, en fait, entre 2010, 2011, 2012, on a un renversement, alors, à la fois en termes de commandes publiques, en termes d'emplois qui sont prévus pour faire tourner la machine à béton et la construction dans le Tohoku. Et tous les acteurs sont là, c'est-à-dire ces grands acteurs, ces Super Enecon sont là et vont proposer en fait chacun un béton qui se fabrique avec de l'eau de mer, un autre béton qui est résistant à l'eau de mer, etc., avec des techniques. Chacun va en fait un peu proposer ses dernières techniques et ses dernières innovations pour reconstruire le nord-est du Japon. Et donc le 11 mars, c'est un événement qui est plutôt de bonne augure pour ce secteur-là. D'autant plus qu'on est dans un moment où les grands groupes japonais sont aussi de plus en plus concurrencés en Asie même par les concurrents sud-coréens et puis chinois d'autre part. Si on s'intéresse un peu à la répartition de la production par département, ce qui est intéressant, c'est de voir le département d'Iwate qui était dernier en 2011, en fait, parce que la plupart des cimenteries avaient été détruites par le tsunami, et puis l'approvisionnement également en matières premières était compliqué. Mais en tout cas, ces trois départements sont, on va dire, dans la tête des départements qui produisent le plus de béton à la fois en mètre cube et également en valeur. Alors, cette relation dont on a parlé entre classe politique et béton, c'est pas facile à montrer. Les liens existent en fait, mais on le sent, on le sait quand on discute, mais scientifiquement, c'est pas facile de le démontrer de façon très forte. Moi, j'ai juste pris les cartes, donc volume de ciment par kilomètre carré et par département en 2010 et 2018, et puis les résultats des élections législatives de 2021. Et les résultats en particulier du Parti libéral-démocrate, donc le Parti conservateur, qui est le parti au pouvoir, et qui est en particulier au pouvoir dans les campagnes japonaises. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une adéquation entre espace périphérique, zone rurale, vous voyez ces bords de la mer du Japon ici, la façade sud du Pacifique, le nord à Aomori, Iwate. On va le retrouver ici un petit peu avec un petit peu moins marqué. Une adéquation entre ces zones périphériques et un vote pour le parti libéral-démocrate, qui est le parti au pouvoir, en tout cas.
Et ce béton va avoir un impact sur les paysages. Et d'abord sur l'artificialisation des littoraux. Donc ça, ce sont les morceaux que j'avais fait pour ma thèse, mais vous avez un taux de côte artificiel qui va être parfois pratiquement à 90 voire 95% sur l'axe des mégapoles, Tokyo, Nagoya, Osaka et mer intérieure, ici. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que en fait, jusqu'en 2011, moi, j'avais commencé à voir apparaître sur certains aménagements des enrochements, enrochements de ce type-là. C'est-à-dire que ce n'était pas forcément des tétrapodes, mais on commençait à mettre des rochers. Et c'était quelque chose qui était assez nouveau parce que j'en avais vu en particulier ici à Millet, comme ça. Une digue dans la campagne, on aurait fait du béton, et puis là, c'était avec des enrochements. Ici, c'est à Fukuoka. Mais en fait, quand on creuse derrière l'enrochement, on ne peut pas enlever les pierres, mais si on regarde sous les pierres, en fait, c'est du béton. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent, c'est que même sur certaines plages, lorsqu'on creuse le sable dessous, il y a la protection de la plage en cas de typhon, et on a rajouté du sable par-dessus. Donc, quand on gratte le sable, on a le béton au Japon. Ça permet de faire de grands et de très grands aménagements. Ici, les centrales nucléaires qu'il faut protéger par des digues, et en particulier celle de Nagawa, qui est la plus résistante du Japon parce qu'elle était à moins de 100 km de l'épicentre du séisme en 2011, et elle a tenu. Elle a tenu avec le béton essentiellement. Les ports de pêche, même les plus pittoresques, pour ceux qui aiment Ishikawa, Sayuri, Tappi Misaki, le cap Tappi au nord d'Aomori, avec ici son brise-lames de béton. C'est un cap à l'extrême nord de Honshu. Vous voyez ici la digue. Il n'y a pas beaucoup de bateaux, moins d'une vingtaine de bateaux, mais l'ensemble du port est recouvert de béton. Une petite île ici au sud de Tokyo, dans les chapelets qui sont à partir de la péninsule d'Izu, et puis on descend vers le sud. Vous voyez ici, le béton est marqué, on le voit très clairement sur le paysage, même pour de très petits hameaux. Le village de Taro, avec sa grande muraille, ici, anti-tsunami. Bon, tout ça a été en partie détruit le 11 mars. Et puis, le remplacement des pierres pour les murets sur les rizières en étage. Alors, c'est des rizières qui ont été transformées en champs de mandarines. Où vous avez en fait ces murets d'origine qui ont été remplacés petit à petit par des murs en béton. Ce qui pose un certain nombre de problèmes, en fait, on s'aperçoit. C'est pratique de l'avoir en béton parce qu'une fois que c'est fait, on est tranquille pour une vingtaine d'années. Mais en réalité, ça retient l'eau. Donc, l'eau, elle ne va pas partir, elle va rester ici. Et ça va dégrader le béton. Il va quand même falloir le refabriquer. Et aujourd'hui, on a des paysans. Alors, c'est assez limité parce que la paysannerie est quand même assez marginale maintenant dans ces zones-là, et puis c'est pas de la haute productivité, mais en tout cas qui regrettent en fait le muret en pierre. Ça demande beaucoup de travail, le muret en pierre, parce qu'il faut vraiment l'entretenir, mais c'est mieux que le béton en réalité. Donc, sur des retours d'expérience de 20 à 30 ans. À chaque fois qu'on a une route côtière, donc il faut casser la montagne, on recouvre la montagne de béton pour éviter les éboulements. On avait ici aussi. Celle-là, je l'ai pris dimanche dernier à Fukuoka. On les voit tout de suite. L'archipel japonais est couvert de ce type de choses-là. Et puis, on a les rivières aussi. Ici, la rivière Tama, dont en fait le lit est un lit de béton recouvert ensuite de gravier et ensuite par les sédiments. Et on refait le lit de façon assez régulière. Et puis, quand on va vers les affluents ici, on a une rivière qui est engoncée dans ce béton. Là aussi, parce qu'en fait, elle est calibrée au régime de crue. Le régime de crue, c'est le régime de typhon. Donc, en cas de typhon, ça va monter jusque-là, voire ça va déborder. Donc, il faut avoir un gabarit qui tienne. Mais en tout cas, on a une rivière qui est embétonnée. Et puis, si on remonte encore dans les canaux d'irrigation, c'est toujours le même réseau hydrographique. On est toujours sur le même réseau hydrographique. On va avoir ici les anciens canaux d'irrigation pour les rizières. Bétonner des pierres ou alors des pierres dans du béton. Et puis ensuite, vers les habitations, là, les anciens canaux qui est alors soit de riziculture, soit en zone résidentielle, on va également être dans un univers de béton. Les barrières, en général, de ce type-là, sont imitation bois, mais fabrication béton. Ici à Ishigaki, dans les îles tropicales du sud du Japon. Et puis ici, je vous ai mis cette photo pour avoir une idée un petit peu de la taille de ces choses-là, et en particulier de ces méga-tétrapodes. Mais vous voyez qu'on passe le dimanche sur le port à pêcher
ou à dîner à façon casse-croûte au milieu du béton, et les tétrapodes qui sont aujourd'hui un des éléments emblématiques du paysage côtier japonais avec son pêcheur. Il y a même des groupes de pêcheurs qui s'appellent tétrapodes, parce qu'on pêche sur les tétrapodes. Donc ça donne une idée de l'intégration qui a eu lieu entre ce matériau et la société japonaise. Vous avez les barrages, certains torii, qui également sont en béton. Et puis, on a désormais tous les ouvrages de protection construits après le 11 mars, ici dans la plaine de Sendai, avec des mers de béton. Ici, le bâtiment de l'hôtel de département de Iwate, qui, vous voyez, c'est un blocos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a en fait une structure métallique entouré de béton pour éviter en cas d'incendie que le métal ne fonde. Donc, on a une masse de béton qui est relativement considérable, surtout qu'on est dans une région particulièrement sismique. Alors, tout ce béton, c'est aussi du capital qui se déverse sur ces régions, et les affaires de collusion entre la classe politique, essentiellement souvent la classe politique locale, mais pas uniquement, et les grands groupes du BTP sont quelque chose qui est assez récurrent, d'autant qu'on a eu en arrière-plan ce Nihon Tokai Zoron, donc le remodelage de l'archipel japonais par le Premier ministre Tanaka Kakuei, donc Premier ministre entre 72 et 74, qui lui-même est un entrepreneur de BTP et qui lance l'idée pour relancer l'économie japonaise dans les années 70, de grands travaux, très grands travaux, puisque même avec son compère, le PDG de Panasonic, il prévoyait de remblayer l'ensemble de la mer intérieure pour en faire des bases industrielles. Et pour lui, développement économique égale développement du béton. Donc, si on développe du béton, on fait des bases industrielles, c'est-à-dire qu'on remblaye, on détruit les montagnes, on fait du terrain industriel, eh bien, on a un développement économique, et il fait le lien entre les deux. Et du coup, on va avoir ce type d'affaires parce que, bien sûr, ce secteur du BTP va aussi agir pour convaincre la classe politique de démarrer ce type de très grands travaux. Alors, j'ai montré tout à l'heure le Parti libéral-démocrate, mais pas uniquement. En particulier, dans le département d'Iwate, c'est Ozawa Ichiro, qui est un spécialiste. Il y a même le Isawa Dam, qu'on va appeler le Ozawa Dam, qui est spécialiste de ce type de grands travaux, mais qui, lui, alors, il était au Jiminto, en fait, dans les années 70, et puis dans les années 2000, il est passé au Parti démocrate. Et ces affaires de corruption, elles reviennent en fait régulièrement. On va retrouver ces affaires jusqu'à assez récemment finalement, parce que le flux de béton qui tombe sur le Tohoku, c'est aussi une manne financière, et qui dit manne financière dit aussi presque mécaniquement de la corruption, qui peut être de la corruption de la classe politique, mais qui peut être aussi de la corruption même du personnel de ces Zénécons. Parce qu'en fait, les Zénécons ensuite ont de la sous-traitance, etc. Et donc, on va avoir des affaires de comptes irréguliers, de rétrocommissions, etc., qui parsèment la vie politique japonaise. Alors, j'ai essayé de faire ce diagramme, mais vraiment simplifié, à partir à la fois de ces lectures et puis des affaires, ce qui revient de façon assez courante. On a à l'échelle nationale les grands groupes du BTP qui vont faire des dons aux partis politiques de façon légale. Au niveau départemental, on a un lobbying plutôt qui peut être celui des populations qui vont réclamer des grands aménagements, qui vont réclamer de l'emploi. Ces partis politiques vont ensuite faire des demandes aux élus de la diète, ou alors auprès des gouverneurs, qui eux aussi subissent du lobbying des grands groupes ou des plus petits groupes au niveau local, et qui ensuite vont influer sur la demande de mise en place de très grands aménagements, essentiellement pilotés par le ministère de l'aménagement du territoire ou au niveau des bureaux locaux des départements, avec un entre-soi qui est assez important, parce que dans ces grands groupes du BTP, on travaille avec le ministère. Et donc, même si ce n'est pas de la collusion, on se connaît. On se connaît, et de toute façon, on travaille ensemble. Et donc, les arrangements ne sont pas quelque chose qui est tout à fait exceptionnel, en particulier les arrangements et la répartition, ce qu'ils appellent le dango. C'est-à-dire que les grands groupes du BTP se mettent d'accord entre eux pour se répartir les marchés.
et ensuite pour faire monter les coûts des commandes. Et donc, c'est quelque chose qui est relativement fréquent, ce grand partage, et qui en fait sert aussi pour l'administration japonaise à maintenir des grands groupes, à faire qu'il n'y en ait pas un qui soit lésé au profit d'un autre, et à les maintenir en vie aussi. C'est aussi une façon de répartir la richesse nationale, en quelque sorte. Et puis ces grands groupes vont eux-mêmes faire des commandes au niveau des PMI, PME, du BTP au niveau local, et ces PMI, PME vont aussi avoir de la sous-traitance. Et c'est souvent à cet étage-là qu'on va avoir l'intervention d'un autre acteur qui est la pègre, qui lui va fournir, c'est surtout par là que vont passer les rétrocommissions. Les rétrocommissions, alors soit en argent, mais en fait, souvent, ce qui arrive, c'est en service. Enfin, ils payent en espèces et en nature, c'est-à-dire qu'on va payer. Souvent, on va avoir des personnes qui se font attraper à la sortie d'un bar à hôtesse, et puis on aperçoit qu'en fait, il a dépensé 1 million de yens pendant plusieurs soirées, 1 million de yens dans le bar à hôtesse. Donc là c'est la pègre qui va faire ce type de gestion et de transfert de l'argent de financement occulte. Et puis à la fin, tout le monde construit. Et donc à la fin, on produit du béton, du ciment, et on va construire. Et ces constructions-là, elles vont apporter des infrastructures. Elles vont faire que le Japon est certainement un des pays développés avec une qualité en termes d'infrastructure qui est certainement une des meilleures au monde, surtout compte tenu de la pression des aléas naturels. C'est-à-dire qu'un séisme 4-5 à Tokyo, ça tient. Un typhon qui passe, c'est réparé assez rapidement. Et l'infrastructure routière du nord-est du Japon, moi je l'ai parcouru en juillet 2011, on faisait 99% de la route. Tout était réparé. Donc c'est une puissance industrielle, une capacité et un savoir-faire qui fait qu'il y a aussi une certaine efficacité. Et puis, ça revient également en termes d'emploi, parce que et c'est aussi pour ça qu'il y a peut-être plus de béton, en quelque sorte, dans les zones rurales, dans les zones périphériques et dans les zones pauvres du Japon, parce que toutes ces commandes publiques, eh bien, elles viennent soutenir l'emploi et elles viennent soutenir aussi la classe paysanne, puisqu'on a énormément en fait, d'agriculteurs qui ont un double emploi, qui sont sur ce régime-là. Donc, c'est aussi un système de répartition des richesses à l'échelle de l'archipel. Ce qui n'était pas évident à la fin des années 2000, à la fin des années jusqu'en 2010-2011, enfin jusqu'en 2011, et en particulier en 2009, le slogan du Parti démocrate, donc centre-gauche, c'était du béton à l'humain. Et avec l'idée qu'on arrête ce type de politique parce que ça détruit l'archipel, parce que ça corrompt, et on essaye de faire une autre politique qui ne soit pas la politique du béton. Le Parti démocrate a gagné les élections en 2009, mais il les a perdues en 2012 au bénéfice du Parti libéral-démocrate d'Abe Shinzo, et qui, lui, a lancé une politique. En fait, cette politique était déjà en route, mais qui a en quelque sorte qui a saisi l'occasion, on peut dire, du 11 mars pour remettre le béton au devant de la scène, et tout le monde était très content de cela, en fait. Et en 2017, il affirmait combien, en fait, c'était irresponsable. Cette politique de sortir du béton était irresponsable, que le Japon avait besoin d'endiguer ses rivières, de brise-lames, des infrastructures, des routes, assurer la cohésion du territoire, protection des populations, pour justifier ces plans de relance. D'autant que la ligne budgétaire pour la reconstruction du Tohoku est quasiment infinie. C'était déjà le quoi qu'il en coûte. Alors, est-ce qu'on peut faire un lien qui a voté pour le Parti démocrate en 2009 contre le béton, qui a voté en 2012 pour le retour du béton en quelque sorte? C'est un peu biaisé parce que la campagne de 2012, elle ne s'est pas faite sur le béton, elle ne s'est pas faite sur le nucléaire, elle s'est faite sur la peur de la Chine et sur la menace chinoise. Et d'ailleurs, la première chose qu'a déclaré Abe Shinzo lors de sa réélection, ça ne concernait ni le béton ni le nucléaire, ça concernait la révision constitutionnelle. Bon, c'est pas évident, mais en tout cas, s'il s'est passé quelque chose au niveau politique, c'est à ce moment-là, parce qu'en effet, on avait un parti démocrate qui demandait la sortie du béton. Alors, de façon un peu bizarre, parce qu'un de ses héros, c'était Ozawa Ichiro, qui est un des champions du béton
dans le département de Iwate. Mais bon, j'ai essayé de faire ces cartes pour voir s'il y avait une sorte de choses qu'on pouvait saisir. Ce qu'on peut saisir, c'est en revanche, si on prend alors là, j'ai repris pour changer le volume de ciment, donc mètre cube de ciment par habitant et par département en 2010 et en 2018. Et on s'aperçoit, là où ça a augmenté, c'est dans le nord-est du Japon, essentiellement. Donc là, on voit très clairement, parce qu'il y a une demande très claire de reconstruction des infrastructures, de fabrication de nouvelles infrastructures. On a également la région de Tokyo. Alors c'est 2018, donc avant les Jeux Olympiques, parce qu'il y a ces travaux olympiques. Et puis ici, on a à Kumamoto certainement les effets du séisme de 2016. Donc en effet, à chaque fois qu'on a un désastre naturel, on a une poussée de la production de béton. Une des premières annonces pour reconstruire le nord-est du Japon, juillet 2011, c'est l'annonce d'une autoroute. Et donc, on est sur le réflexe assez classique. Donc, un problème, hop, on construit une autoroute. Ça va redynamiser l'économie locale, ça va donner des accès et désenclaver les territoires, et puis ça va aussi fournir de l'emploi local. Et qui dit autoroute, donc 400 km d'autoroute ici, avec des axes perpendiculaires, dit pont, excavation et tapissage des montagnes par du béton et autoroute. Et aujourd'hui, le site de l'autoroute Fukodoro l'affirme très clairement, c'est-à-dire que pour rendre l'autoroute plus solide, il faut avoir et pour qu'il soit en forme, enfin pour qu'il se relève et qu'il soit, il faut des liens, et ces liens, il faut des routes et des autoroutes, etc. Cet axe, donc le Fukodoro, c'est la 4e génération de routes depuis la transformation des sentiers côtiers au début du XXe siècle. Et on perce à chaque fois. Il faut bien savoir que dans ces zones-là, dans ces petits villages, en fait, on ne circulait pas à pied, on circulait en bateau. Ces gens habitaient pratiquement dans des îles, et que ces grands travaux ont permis de vraiment désenclaver, déjà en construisant des routes. Et les routes, on va les construire dans le relief, on va tailler dedans. Et vous avez ici la Fukodoro qui taille tout droit dans les montagnes. Vous voyez les effets aussi. On va avoir sur les flancs de montagne, et l'endiguement des grandes rivières. Autre effet du 11 mars, c'est la fameuse digue de Fudai à Iwate. Alors, je ne sais pas si elle est si fameuse, mais en tout cas, c'est la seule qui a tenu, et elle était à 15 mètres. Et le maire du village, lorsqu'il a voulu la faire construire, a été accusé en fait de collusion avec le secteur du BTP. Et on lui a dit non, en fait, il avait plutôt mauvaise presse, parce qu'il était voilà un exemple, il a été même cité, voilà un exemple d'un maire qui cède aux demandes du BTP et qui inonde sa commune de béton avec une digue à 15 mètres. Bon, il se trouve qu'elle a tenu, et que du coup, c'est devenu le gabarit pour la reconstruction des digues anti-tsunami du nord-est du Japon, et de ce que j'appelle les murs du Pacifique. Voilà ce que ça nous donne ici à Fukushima, pas loin de Fukushima. Donc, on a un tracé, alors parfois enlevé de terre, comme celle-ci, mais de toute façon recouvert de béton. Et l'univers général, le paysage devient un paysage saturé de béton. Le paysage côtier, et même pré-côtier, une fois qu'on est dans les villages pas forcément sur le bord de mer, on a ces grands aménagements, Miyako, les mers de tétrapodes. Et en fait, le béton est vraiment imbriqué. Il est imbriqué à la fois dans la vie quotidienne. Si on va aller se reposer au bord de mer, de toute façon, on passe la digue et on est dans une rive de béton. On est dans un monde de béton. Et en fait, ces populations, elles l'étaient déjà auparavant. Ce qui fait qu'il y a une acceptation, et en tout cas, la rupture n'est pas si forte, et que c'est quelque chose d'assez naturel. Lorsqu'on va à proximité de la mer et sur la plage, on va dans un espace qui est très fortement marqué par le béton. Et puis, on a même le hameau de Kuji, où lui, il est vraiment complètement fermé par une muraille de béton, et même la plage, il n'y a même plus de plage, c'est du béton. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on glisse vite, et on va en parler, je pense, bientôt, mais avec la prochaine présentation, mais on glisse très vite vers quelque chose qui passe de l'ouvrage d'art à l'œuvre d'art, parce que c'est quand même, c'est joli, c'est du béton frais, ça donne du blanc, il y a les perspectives, là c'est ici, voilà, ça correspond à ça, les embouchures de rivière,
On peut jouer avec les contrastes et on ne se prive pas. Hein, et c'est pas un hasard si de nombreux photographes d'un coup en fait ont commencé à venir sur cette zone-là parce qu'on a beaucoup de choses à photographier, à montrer et beaucoup d'opportunités. Et puis parfois c'est grandiose. C'est quelque chose qui est assez grandiose. Et le mémorial des tsunamis du 11 mars à l'Ekozen Takata, il est imbriqué dans la digue en fait, hein, dans cette digue géante. Hein. Voilà. Et je vais conclure simplement sur une idée de matériaux, pardon. Après le béton, on a le plastique qui arrive. Et vous avez ce torii à Shikoku qui est un torii en plastique qui est assez durable aussi, presque plus durable que le béton. Mais voilà, c'est ma conclusion sur le plastique. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Merci beaucoup Rémi pour ta présentation absolument intéressante qui apporte des éléments nouveaux sur cette image du Doken-koka d'État constructeur réactualisée après la triple catastrophe que tu as décrite. Monsieur Kitagawa, je vous en prie, la parole est à vous. 日本の歴史的な建物の多くは、木材、植物性の材料で作られていまして、で、フランスのモニュモンヒストリックに相当する重要文化財っていうのがあるんですけども、その8割が日本の場合木造になります。で、日本の場合ですね、6世紀に中国から仏教建築、こういうモニュメンタルな仏教建築が導入されまして、その時は中国風にですね、この瓦屋根が吹いて、あと木造なんですけども、屋根を瓦で立派な大きい屋根を吹いてですね、であとは漆喰を使うというような建物が、最初は導入されたんですけども、これもともと日本にない文化であって、で、すぐに日本化されるっていうかですね、ここで使われている非植物性のものをですね、植物性の材料に置き換えるっていう、作業が行われます。これは平安時代に作られた三仏寺の奥院っていうんですけども、これまさに平安時代っていう日本の文化が花咲く時代に、先ほどの非常にモニュメンタルなものとは対照的にですね、非常に軽やかで、で、これ屋根も、瓦じゃなくてですね、ここにあるような檜皮と言いまして、ヒノキの皮を使った非常に柔らかい、曲線美が作られると、軽快なものが作られると。この下に、洛中洛外図っていう、京都の風景を示したものがありますけども、ここでも、重要な建物にですね、この瓦だけではなくて、植物性の屋根を使ったりしています。庶民の家はですね、貧しい家があるんですけども、必ずしもそのお金がなくて植物性材料を使ったわけじゃなくてですね、一つの文化の洗練として、植物を多用していった歴史的に日本人が好んできたということを示す絵であります。その他、植物性の材料っていうのはですね、漆ですね。塗料の中でも、鉱物性を使うんじゃなくてですね、植物性の塗料っていうものが非常に好まれます。これ日光東照宮の、華やかな彩色の背景にある漆ですね。こういったものが使われるようになって、先ほどの檜皮葺きの屋根の少しわびさびの感じと比べてですね、正反対の、非常に華やかな人工的な美というものも植物性の材料によって作られています。この大崎八幡宮はこの黒いところは全部漆で塗ってますけども、屋根は先ほどの檜皮を使う、柔らかい屋根を使うっていうことでですね、両方混ぜたような建築物も出てきます。このように、日本の気候っていうのは、亜熱帯から亜寒帯まで、多様な植物が生育するんですけども、そういった日本の気候と、あとは日本の職人のですね、細かいところにこだわる、細工が好きな職人が多いので、そういった、性格とも融合しながら
こういう木造の文化っていうものが育まれてきました。文化庁としても、日本の文化のアイデンティティとしてですね、これを守るために、今、いろいろ保護をしているところです。で、この問題はですね、この植物性の材料ですので、腐りやすいっていう点があります。また、日本の場合は、地震や台風が多いので、災害にあって、壊れやすいということがあるので、先人たちはですね、日本のこの自然、の摂理を受け入れながら、植物をできるだけ長持ちさせるような、その修理方法っていうものを編み出していくわけです。例えば、この屋根は消耗材ですので、釘を使って固定していってですね、その後の交換の手間を省くんですけども、主要な構造材については、このように釘を使わずに、敷地継ぎ手っていうに言いまして、接合する、技術をいろいろ編み出してですね、で、その修理をするときには、その材料、これなかなかいい材料を使われていることが多いので、その材料を、できるだけ交換せずにですね、腐った部分だけ、取り替えて、で、もう一度、組み立てるという、保存方法っていうか、修理方法っていうものを編み出していきます。で、この屋根ですと、材料によりますけども、この檜皮葺きですと、だいたい30年から40年に1回吹き替えますし、土地吹き、この板で吹くのも、その板の厚さによって名称がいろいろ違いますが、30年から40年のペースで、吹き替えていくと。だから日本の木造建築のその種類にとっては周期、サイクルというものが非常に重要で、だからこそ、こういった技術もですね、伝承することが可能だったんじゃないかというふうに思われます。ただ、この修理方法はですね、この技術だけじゃなくて、潤沢な材料があって初めて成り立つものでして、その材料の調達にあたっては、その文化財っていう狭いマーケット、市場だけではなくて、新築の木造建築を含む産業システム全体の中で維持されてきました。大量に消費される屋根材、屋根拭き材とかですね、漆っていうものは、その近隣の森とか集落の、茅場、これはそうですね、集落に近い茅場から、地産地消でですね、調達して、持続可能なシステムが構築されていました。あと、大規模なモニュメンタルな建物に使う木については、もう、これ、800年までには、その都の近く、この近くで伐採してたんですけども、1550年、江戸時代になる頃にはですね、だんだんこの伐採のエリアが広がっていって、この体型長大な木材っていうのは材料をそんなにすぐに調達できませんので、その作り変える、新築するうちにですね、どんどんその伐採エリアをこう広げていったということが知られています。そしてその日本国内全体でのマーケットを作っていったということが言えます。ただその木はですね、必ずしも常に潤沢にあったわけではなくて、いろんな災害、戦争とかですね、ある中で、必要とされて、日本には萩山が非常に多く存在していました。これも19世紀の初頭の東海道の絵ですけども、もう木がまばらにしか生えていない絵でありますし、これ20世紀の初頭の、集落ですけども、ここに木が1本生えているのありますけども、それ以外は萩山の状態です。今現在の日本の山はこう緑で溢れてますけども、長らく日本っていうのは萩山の状態が長かったと。で、特に、それに、追い打ちをかけたのが、第二次世界大戦による、国土の、なんていうんですかね、大きく、空襲などで
やられまして、家々が燃えて、そのための復興のためにですね、木材が必要になります。そういった状況の中で、これは、日本の植林の状況を示していますけども、この赤いところはですね、大体この1900年頃に植えたものですけども、第二次世界大戦後に植えたものはこの緑のエリアで、大体この萩山の部分がですね、もうあの木材、先ほどの杉の人工林の話がありましたけど、まさにこの熊野、紀伊半島には大量の、人工林が作られまして、そして、緑の回復を図って、で、それを資材として、材料として使おうというふうにするわけですが、問題はですね、社会環境がその時大きく日本で変わったっていうことです。まず、1952年に、日本が IMF に加盟しまして、あと1955年には GATT、自由貿易機構ですね、に加盟して、日本もその材料、いろんな輸入の自由化っていうものがですね、急速に図られ始めます。一方で、その第二次世界大戦以降は木材が不足してますので、日本から調達できない木材をですね、海外の安い木材を調達しようとすると。それを促進するために、木材価格安定緊急対策というものを講じまして、輸入材をどんどん取り入れていくようになります。あともう一つ背景としましては、それまでは木材をですね、焚き木として使ってた家庭が多かったんですけども、石炭とか石油などの、化石燃料も増加すると。あとは、今まで話に出てきてます、コンクリートとか鉄の、使用が増えると。で、あと、心理的な要因としてですね、アメリカのような、生活スタイルへの多分憧れのようなものもあって、木材の使用自体もこう減っていくという流れができます。この表は、この黄色い部分、これ、昭和30年ですね、1955年から、現在に至るまで、この1955年あたりはですね、ほぼ 100%、国産の木材を使ってたんですけども、もうこの後一気に輸入材が増えていって、日本の木材自給率、最悪の時には 18.20% 以下でありましたし、今 35%。こういった状況がですね、何を生み出すかというと、まずは先ほどから言っているその木材建築を支える、産業システムが大きく変化。で、あとはその人工林、この第二次世界大戦以降、大量に植えた木というものが、必要なくなるというかですね、関心がなくなってですね、そのまま放置されている状態になっていると。この、太田武彦先生はですね、その状態を日本の今、森林飽和だと。日本はこれまで萩山の時代が長かったんだけども、まさに今もう飽和状態にあって、それが、先ほどのご発表にもありましたけども、放置された杉の木がですね、こう災害を生み出すという悪循環を生み出している。それが今の日本の状況であります。ここからはこの状態から文化財においてどういった、対策が図られているかということをご紹介したいと思います。まず、技術と材料っていう2つの面があるかと思いますけども、その材料がなくなって、ちゃんとした修理ができなければですね、職人、技能者もこう減っていってしまうわけですね。その文化財だけやっていても、そのマーケットは非常に小さいので、生きていけないわけですね。一般建築で木造建築が残っていかないと、
文化財を守る職人もなくなっていってしまうということで、1975年以降ですね、文化財の保存に欠くことのできない技術というものを特定して、それを保護する仕組みを導入しています。それは直接、建築を行う大工だけではなくてですね、その大工が使う、用具、こういった道具ですね。道具の、保存も非常に重要なので、その道具を作る職人も、合わせて保護すると。この檜皮葺きの場合は、最後、この屋根を吹く、この職人が大事ですけども、この檜皮を剥ぐ専門の職人も必要なわけですし、それを切る人、そして今これ、釘を口から出して、この人止めてますけども、これは普通の、鉄の釘じゃなくてですね、竹釘を使います。その竹釘を作る技術っていうのも一つの伝統工芸っていうか伝統技能ですので、その竹釘を作る技術者も、合わせて保護しなくちゃいけないということでですね、今現在約80種類の技術の、伝承者の養成などを行っているところです。で、もう一つの今日の本題の材料の話ですけども、1975年からですね、どれだけ材料が不足しているのか、日本国産材がですね、どれだけ取れなくなっているのかという、実態調査を行っています。で、その間、その大規模な大きい木ですね、体型長大な木材については、海外から輸入することでなんとか賄ってきたんですけども、その重要な供給源になった台湾においてですね、1992年に、輸出が禁止されるという中で、いよいよ日本国内で全ての材料を調達する、ことが求められるわけです。そして、始められたのがこの2006年からですね、ふるさと文化財の森事業って、これなかなかフランス語に訳すのが難しいんですけど、一応ここに訳してみました。その文化財に使う資材を、供給するための、森ですね。今だいたい90箇所ぐらいありますけども、それを、このように指定してですね、その、管理を支援する。あるいは、一般の方にですね、これほど日本の木材が、文化財に使う木材が不足しているということを、知っていただくための、今、イベントとかですね、なども行っているところです。それともう一つ重要なのは、この資材を供給する方々ですね、が、安心して、安心してですね、供給できるように、当面、これから長期的にどれだけの材料が必要になるかということを、長期的な需要予測をですね、行って、それに合うように材料を、準備してもらうという、ことも行っていまして、もともと新築部材を含めて日本には大量の木材建築を守るシステムがあったんですけども、それがなくなった今となってはですね、文化財っていう、非常に小さなマーケットになってしまうんですけども、その中で需要と供給のバランスを、取りながらですね、生産、技術、建築の、有機的な関係をなんとか、取り戻そうとしているところです。こうすることで、近年日本でも失われつつあるですね、森と人との関係というものを、取り戻そうという試みでもあるというわけです。この文化財の材料の国産化の問題で、一番典型的な、分野が漆であります。
漆は、これは日光東照宮ですけども、建築物だけではなくてですね、工芸品でも使われていて、これは、16世紀に芸術界の求めに応じてですね、日本で制作された、あのせなんでしょう、キリスト教関係の、あのオブジェクトなんですけども、日本の漆の技術っていうのはですね、この16世紀、17世紀には、西洋の社会でも非常に知られるようになって、陶器をですね、チャイナっていうふうに呼ぶこともあったんですけども、この時代に漆とかですね、黒い艶のある塗料っていうのは、ジャパンっていうふうに言われてたという話もあってですね。日本の美術にとって、漆っていうのは、非常に象徴的な存在なわけです。しかしですね、実は18世紀からも漆っていうものは、日本国外から輸入していまして、その1910年には、その国内需要の80%が輸入品でした。輸入といっても大体中国から輸入されたものです。ここに少しデータを示していますけども、国産の漆っていうのがですね、1877年、日本が近代化をしてすぐの頃には750トンあったと言われていますけども、それが急速にその後減っていって、1923年75トン、1960年10トン以下、そして2015年には1.2トンと、現在、その自給率は 2.6% という状況になっています。しかもこれ、面白いのは、その漆、これ、国産漆ですね。どんどん消費量が減っていくと、もちろん生産量も減っていくと。だから生産者はですね、その消費の減るのを見ながら、自分たちの、生産量も減らして、どんどんその産業の規模も小さくしていくという悪循環が生まれます。ちなみに今、日本のスーパーで安い漆の、漆器で、お椀が売ってますけども、あれはもっと、なんていうか、悪くてですね、漆でもなくて、あれはもう合成樹脂なんですね。だから我々、まだ日本で漆が非常に活発に使われていると思われているかもしれませんけども、ほとんどがその合成樹脂で、もし漆が使われているとしても、それは日本の漆ではなくて海外の漆という状況が生まれています。その中で、日本の場合、その日光がですね、やはりその漆を使う非常に重要な、エリアになるんですけども、その日光でさえですね、1975年の修理では、国産漆を 20%、中国産漆を 80% に混ぜて、そのブレンドの漆を使わざるを得なかったと。で、その時、初めて、そういった日光ではブレンドの漆を使ったんですけども、その後、その結果を検証しまして、それまでの国産漆よりもですね、劣化の損傷度合いが非常に高いと。多分、中国製の漆っていうのは中国で使う分には適しているんでしょうけども、その日本の気候風土には必ずしも合ってないんじゃないかということがあって、あとその日光のようなですね、その大規模な修理現場で、輸入品を今後も使うようなことがあったらですね、もうこのわずかな漆を生産しているところが、岩手県、茨城県にあるんですけども、そこはもう本当に、今後全く生産を縮小しなくちゃいけないという、非常に危機感を抱えまして、それで日光に対してですね、やはりその 100% 国産漆をなんとか使ってくれという、働きかけがありました。それで
2007年にですね、その全国の、漆をかき集めて、日本では、日光で再び、値段はかなり上がるんですけども、100% の漆を、使い始めると。しかし問題は、この日光で 100% 使うために、その時のためだけにですね、一生懸命生産量を伸ばしたんですけども、それがまた10年後、20年後まで日光の修理待たなくちゃいけないとなったらですね、その漆の生産者たちは、その設備を増強することができないわけですね。なので、その時、文化庁の方でですね、今後、その国の税金、国庫補助を使うその保存修理では、国産漆を 100% 使用するということを通知しまして、もう一度国産漆のその需要と供給のバランスをですね、取り戻そうという動きを始めます。実際、最初はその全国の漆を使う量が足りなかったので、漆の場合、下塗り、中塗り、上塗りとありますが、その中塗りと上塗りだけ、国産漆を使うようにして、最も漆を使う下塗りには、ブレンドの漆を使った、やむを得ず使ったんですけども、今現在では 100% 使うようになっております。で、あと2016年にはですね、国会議員の連盟でですね、漆ジャパンっていう、先ほど言ったように、その漆っていうのが一つの日本の文化の象徴だという意味を捉えてですね、政治家の連盟もできていると。もちろんそのナショナリスティックなですね、漆がジャパンを再興するっていう意味合いはもちろんありますけども、もっとこの漆によって、地域が支えられているエリアがあるわけですね。岩手とか、いろんな、漆によって、地域が繁栄するエリアもありますので、そういった経済的なですね、活性化という意味も含めて、こういう国会議員の応援があるということであります。国の文化財っていうのはですね、もともとその西洋の文化、近代化を推進する中で、危機に瀕した日本の文化のアイデンティティを、守るという、非常に政治的な意図のもとで作られた制度であって、それは19世紀の制度ができた時から一貫しています。それはおそらくフランスも同じではないかと思います。フランス革命によってバンダリズムが起こって、フランスの文化を守るというのは非常に政治的な意図のもとに行われてきたはずであって、で、今では、その伝統の再興によって、疲弊した地方都市を活性化するという、別の意図も大きくなってきています。今紹介した伝統木造建築の材料とかですね、漆、ジャパンの、再国産化の問題っていうのは、多分こうした文化財の側面を表す、一例じゃないかなというふうに思っております。以上です。どうもありがとうございました。Merci beaucoup, Monsieur Kitagawa, pour votre présentation extrêmement intéressante, passionnante et qui couple des enjeux de patrimoine immatériel, des enjeux de production nationale et des enjeux constructifs à partir de la question de la production et de l'utilisation des matériaux de construction et des outils qui permettent de les produire, ce qui est un sujet évidemment auquel on pense peu, mais qui est effectivement crucial, en particulier au regard des questions patrimoniales. Merci beaucoup à tous et à toutes et passez une excellente soirée pour le Japon et une bonne journée pour la France. Au revoir.